maintenant j'attaque la guerre. Le 3 septembre 1939, la France, fidèle à ses engagements avec son allié la Pologne, déclare la guerre à l'Allemagne lorsque celle-ci attaque son allié. Pour faire diversion, mais avec cette attaque, le gouvernement français décide de déclencher une offensive en territoire allemand de la Sarre. Le 32e RI est désigné pour participer à cette offensive au sein de la 23e division d'infanterie, laquelle comprend 2 autres régiments d'infanterie, le 107 d'Angoulême et le 126 de Brive, puis le 41e régiment d'artillerie de Poitiers et divers autres éléments de cavalerie, génie, santé. Le 4 septembre, le 32e RI défile dans les rues de Tours pour dire au revoir aux habitants de la garnison. Le 5 septembre, 4 heures du matin, c'est le départ en train depuis la gare de Tours. Alors, ce départ en train, les hommes et les animaux sont embarqués dans des wagons à bestiaux. Ces wagons à bestiaux que vous voyez dans les gares, hommes 40, chevaux en long 8. J'ai perdu la ligne. Il y a très peu de paille et nous allons nous allonger à même le plancher du wagon. C'est très confortable. Les véhicules sont arrimés sur des wagons plats. Sur un de ces wagons plats, il a été installé une mitrailleuse. Vous avez la photo sur avec une mitrailleuse Hotchkiss en position de défense contre avion. Heureusement, ils n'ont pas eu besoin de s'en servir. Et nous voilà partis de Tours vers Ormelswiller. À l'époque, au départ, on ne connaît pas la destination. Cependant, chacun sait bien que ces wagons sont destinés au transport des animaux pour la boucherie, et ce sera aussi notre sort. Nous traverserons Vierzon. Alors vous avez sur le plan le trait noir. Nous traversons Vierzon, Cosne, Auxerre, Troyes, Nancy, et après un long voyage, le 6 septembre à 11h, nous débarquons sur les quais de la gare de Tiefenbachstruck, dans le Bas-Rhin. Vous voyez la petite gare où nous avons débarqué sur le quai qui est en bas. Aussitôt, nous reformons les sections et partons à pied à travers la campagne, et à la nuit, nous arrivons à Montbronn, en Moselle. Le 7, après le repas de midi, nous quittons Montbronn, nous franchissons la ligne Maginot, et il fait déjà nuit quand nous recevons l'ordre de s'arrêter. Il nous est interdit de fumer et d'allumer que ce soit. Nous nous trouvons dans un champ de betteraves, enroulés dans nos couvertures, étoiles de tente, où nous endormons à la belle étoile. Le 8 au matin, nous recevons l'ordre de nous organiser en défensive. Nous apprenons que nous sommes tout près d'Ormelswiller, village frontalier avec l'Allemagne. Nous lambinons un peu, quand soudain les canons de 75 qui sont derrière nous se mettent à tirer. Les obus sifflent au-dessus de nos têtes pour éclater en Allemagne. C'est le choc moral de l'entrée en guerre. Maintenant, il faut se dépêcher à creuser des trous en cas de riposte. Les records de terrassement sont battus, la terre vole jusqu'à ce que les trous soient suffisamment profonds pour nous protéger. Le 9, nous ne bougeons pas, mais nous entendons le crépitement des armes automatiques vers la frontière. C'est le groupe de reconnaissance de la 23e division qui est allé attaquer le village allemand de Brenschelbach, où se trouvaient les gardes-frontières allemands. Voici ce qu'a écrit le commandant Piget, adjoint au colonel commandant le 32e RI. Le commandant Piget et le PC du régiment se trouvaient à Wolmunster. Alors, ce que dit le commandant Piget, le 10 septembre au matin, un jeune lieutenant de cavalerie monté sur moto se présente au PC du régiment pour informer du passage de l'échelon du GRDI, chargé d'ouvrir la route en direction de Brenschelbach et au-delà. Sa mission accomplie, il reprend sa moto, impossible de démarrer, tellement c'était du vieux matériel. Heureusement, plusieurs soldats poussent le véhicule, enfin le moteur commence à repartir.
15 à 20 minutes après, nous voyons arriver les premiers éléments constitués par des petits cabriolets Renault, Rosengart, Citroën, autres véhicules du même genre, aucune automitrailleuse. Et ils partaient pour ouvrir la route aux autres attaquants. En voyant passer ce détachement, nous nous regardons tous avec mélancolie, nous posons la même question. Est-ce possible de se battre avec ces petites voitures n'ayant aucun blindage? La réponse ne se fit pas attendre. Le premier village situé au fond d'une cuvette, le petit détachement traverse les premières maisons sans recevoir le moindre coup de feu. Ce ne fut pas pareil lorsqu'il tenta de déboucher. Les Allemands étaient là. Le pauvre GRDI n'eut qu'une ressource, se défendre sans pouvoir avancer. Ce n'était pas brillant pour un début. C'est alors que le colonel, prévenu de l'échec du GRDI, demanda au chef du 3e bataillon d'envoyer une compagnie renforcer le GRDI. Le 10 septembre, le 32e MRI reçoit l'ordre d'attaquer. Dans la matinée, la 9e compagnie attaque le village allemand de Huttwiller et s'en empare. Pour l'après-midi, le plan d'attaque est le suivant. À droite, vous voyez les flèches sur le plan. À droite, le 1er bataillon en liaison à sa droite avec le 107e MRI et à sa gauche avec le 3e bataillon du 32e MRI. Objectif, les lisières de la forêt du Gros-Serval. Au centre, le 3e bataillon en liaison à sa droite avec le 1er bataillon, à sa gauche avec le 2e bataillon. Objectif, le village allemand de Brinchelbach et les lisières des forêts du Nasserval et du Gros-Serval. La 10e compagnie a pour objectif de s'emparer du village allemand de Brinchelbach. Les premiers éléments ont à peine franchi la frontière qu'un tir d'obus s'abat sur eux. Le soldat Vdovenko sera le premier combattant du 32e MRI tué au début de la Deuxième Guerre mondiale. Triste destin, il était d'origine polonaise et il est le premier tué de cette offensive au secours de la Pologne et sa patrie d'origine. La 11e compagnie a pour objectif la maison douanière de Brinchelbach, située en bordure des forêts du Nasserval et du Gros-Serval. Nous atteignons la ligne de crête en rampant, nous sommes nerveux, surexcités, mais aussi très anxieux. Fini la petite guerre comme à Tours ou à la Courtine, cette fois nous allons affronter de vrais ennemis qui ne feront pas de cadeaux avec leurs balles et leurs obus réels. Les mortiers de 81 sont en batterie, 3 petits chars Renault sont en place à défilement de tourelles. Face à nous, sur l'autre colline, à environ 1 kilomètre, se dresse la maison douanière que nous devons prendre. Entre elle et nous, ce ne sont que des prés et des champs, donc un terrain totalement à découvert. Nous aurons à descendre une pente, franchir un vallon et remonter vers l'objectif. Que le temps nous paraît long, enfin ça y est, en avant. Nous franchissons la frontière, ligne symbolique à la limite de 2 champs cultivés, l'un français et l'autre allemand. Arrivés au fond du vallon, les mortiers 81 commencent à tirer, leur premier projectile tombe sur nous, heureusement ils s'enfoncent dans la terre avant d'éclater. Il n'y a pas de blessés. C'est au tour des chars d'entrer en action. Le tireur nous dit « Tiens, regarde la petite fenêtre de l'annexe de la maison douanière, là-bas. » Il tire et la fenêtre vole en éclats. Nous saurons tout à l'heure que derrière cette fenêtre se trouvait un emplacement de tir fortifié en direction de là où nous arrivions. Heureusement que le char fait son travail.